Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode interview de Surprise interculturelle. Je n'ai pas l'habitude de présenter mes invités, je préfère leur laisser la possibilité de le faire avec leurs propres mots. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, ça m'arrange bien. Mon invité du jour ne se résume pas. Il a un parcours incroyable et j'ai hâte de le découvrir avec vous. Et je n'utilise pas le mot découvrir à la légère, puisqu'au lieu de faire connaissance avant, on a choisi de faire connaissance en toute spontanéité à mon micro. Cet épisode sera donc peut-être un peu moins interview et un peu plus discussion que d'habitude. Allez, le moment est venu de vous dévoiler le nom de mon invité. Bonjour et bienvenue, Guillaume Capel. Bonjour. Je suis ravie que tu sois à mon micro. Bah écoute, moi aussi, je suis très content d'être là. Je pense qu'on va avoir plein de choses à se dire. Et puis j'espère qu'on va bien rigoler aussi, on va passer un bon moment. J'en doute pas. Mm. Est-ce que tu peux du coup te présenter en quelques mots, avec tes mots, sur ce que tu juges important et voilà, dans ton parcours et qui tu Et es? bah écoute, Guillaume, donc j'ai 37 ans, bientôt 38. Je suis papa d'un petit garçon qui a 9 ans. C'est mon premier métier, on va dire, sans doute le plus important aujourd'hui. Et depuis 15 ans, je suis entrepreneur social. Donc, ça fait 15 ans que je bosse sur des sujets de société, sociaux, environnementaux, et en particulier sur l'intégration des réfugiés en Europe. Donc, j'ai monté 2 ONG. La première, elle s'appelle Singa, et donc elle travaille beaucoup sur l'innovation dans ce secteur. On a lancé un réseau d'incubateurs partout en Europe pour faire émerger des entrepreneurs réfugiés ou des entrepreneurs qui font de l'innovation dans ce domaine. On a créé des communautés locales aussi où les gens ils peuvent se rencontrer. Et puis la deuxième ONG, elle s'appelle J'accueille. Et c'est une organisation qui permet à toi, moi, des particuliers d'accueillir chez eux des personnes ou des familles réfugiées. Et donc on a créé tout le dispositif de formation des gens qui vont être accueillis, de formation des gens qui accueillent, et voilà, tout le dispositif aussi de médiation, si jamais les choses ne se passent pas idéalement. En fait, on est présent aussi pour accompagner voilà, l'accueil. Et voilà, j'ai fait ça pendant 12 ans, et là plus récemment, en fait, j'ai pris un nouveau tournant. Je me suis intéressé à l'investissement à impact, pour voir comment je pouvais financer les meilleures entreprises en Europe qui travaillaient dans ce domaine des migrations. Parce que je pense que c'est l'un des sujets clés en fait des années qui viennent. Les migrations, c'est vraiment un sujet qui cristallise beaucoup de nos peurs et qui en même temps est là où il se passe vraiment le plus d'innovation de mon point de vue, notamment au niveau sociétal. Et comme ça me paraît être l'un des problèmes à résoudre les plus difficiles aujourd'hui, et bah, du coup, c'était juste le truc le plus intéressant à faire, quoi. Le plus challengeant. Donc voilà, donc je fais ça depuis 15 ans et j'adore parce que bah, j'arrête pas d'apprendre des choses. Et j'ai l'impression aussi d'être utile. Oui, qui est plus que l'impression, j'imagine. Non, mais bah écoute, parfois on se demande, hein, on se dit toujours, ça se trouve, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Si ça se trouve, je suis à contre-courant et en fait, il vaudrait mieux sauter sur une vague comme l'intelligence artificielle en y mettant un peu plus d'inclusion, tu vois. Mais ouais, en tout cas, j'ai toujours essayé d'avoir un peu, tu sais, l'ikigai, tu vois, le truc japonais où à la fois tu euh, arrives à te rémunérer, payer ton loyer, ta vie, etc. Et en même temps faire des choses que tu estimes être utiles là où tes compétences le permettent.
Donc voilà. Ça me parle beaucoup, ta Mmh. métaphore sur, l'eau et Mmh. le contre-courant. Et Mmh. j'ai une amie, donc moi j'ai une ONG qui éduque les enfants au dialogue Mmh. entre les cultures. Ouais. Ça fait, à peu près, pareil, ça Mmh. ça va faire 15 ans bientôt. Oui, d'accord. Et j'ai une amie qui me disait: «Mais en fait, tu es épuisée parce que tu nages à contre-courant en permanence». Mmh. Elle me disait: «Mais tu as pas envie de faire la planche des fois?» Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est il y a un peu un côté comme ça et puis, je pense que alors une des réussites, nous, tu vois, qu'on a eu chez Singa, c'est qu'au début, on essayait de voir, où est-ce qu'il y avait des grands courants Mmh. et on quand on a démarré, tout le monde parlait de 2 choses, c'était la tech et l'entrepreneuriat. Ouais. C'était les buzzwords et c'était pas non plus aussi prégnant que tu peux l'avoir aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que c'était un peu les trucs qui étaient en train de monter Ouais. et en fait, c'est intéressant d'aller dans ces courants-là parce que, tout est à inventer et donc tout le monde parle de tech, mais personne ne sait pourquoi faire et Mmh. toi, tu arrives et tu donnes un pourquoi aux gens. Tu dis: «Bah, on peut utiliser la tech pour, mieux gérer, en fait, l'arrivée, de gens étrangers sur le territoire» et là, d'un seul coup, bah, en fait, il y a des gens qui se disent: «OK, moi, je suis super fort en tech et je peux l'utiliser, pour Mmh. ça» et donc aujourd'hui, en fait, la question, c'est, où sont ces courants, en fait, dans nos sociétés et comment on peut aussi quand même, être dedans pour aller vite, quoi, en fait, Littéralement surfer sur, cette littéralement vague-là surfer pour, sur ces vagues-là et donc il y en a qui sont, faciles à identifier. L'intelligence artificielle, c'est le truc, dont tout le monde bah, parle, ouais. mais c'est presque trop tard, j'ai envie de te dire. Mmh. Parce qu'il y a déjà tellement de gens qui se sont engouffrés que finalement, C'est déjà un peu saturé. tu arrives un peu en retard et donc c'est pour ça qu'il faut aussi être attentif à ce qu'on appelle les signaux faibles pour voir, où va émerger les prochains, courants et donc du coup, potentiellement être dans les pionniers Mmh. dans ces espaces-là et moi, j'essaie toujours de faire ça, d'essayer de réfléchir un peu différemment sur, par exemple, on parle beaucoup d'influence aujourd'hui dans le monde des associations, dans, la philanthropie en général. Il y a des endroits où il y a des centaines de millions de gens, par exemple sur les jeux vidéo comme Fortnite, Ouais. sur TikTok aujourd'hui. Pourtant, tu prends toutes les assos, toutes les fondations, elles n'ont pas de communication sur TikTok. Ouais. Elles sont toujours sur Facebook. Mais c'est ouais, moi je veux pas Je je voulais sais, pas je suis dans balancer la non, 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 mais tu as et raison, mais je c'est sais, en mais tu plus, vois, c'est sur notre liste mais de en fait, trucs ça qu'on ça ça pose vraiment question, c'est, bon, bah, en fait, si tu veux vraiment, influencer quelque part, il faudrait se lancer aussi, ouais. là-bas et en fait, ça fait peur parce qu'on maîtrise pas ces outils et cetera, Et puis mais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a aussi un mmh, côté enfin, tu vois, sur mmh, les réseaux sociaux, typiquement, moi, TikTok, j'ai envie de m'y mmh, mettre. Enfin, mmh, j'ai pas envie de m'y mmh. mettre. Je sais que ça Oui, serait bien, oui, tu sais que ce serait bien. mais Ouais, ouais. entre Instagram, LinkedIn, Ah oui, il y en a plein. Facebook, YouTube, nin nin et en plus, pour nous, ça fait vraiment Mmh. sens parce qu'on s'adresse à un public jeune Bah, complètement. Mmh, et clairement, ce serait à la fois un moyen de communiquer sur ce qu'on fait mmh, et d'éduquer, mmh. un public qu'on cible Et donc à oui. l'inverse, t'éduquer toi-même parce qu'en fait, Ouais. souvent quand tu atterris sur, bah, un nouveau canal de communication comme celui-là, Mmh. généralement tu as tout à apprendre et je me souviens, nous, on avait utilisé beaucoup Facebook au lancement de Singa, Mmh. qui était à l'époque le réseau social sur lequel il fallait absolument être et en fait, bah, on a passé des heures et des heures aussi nous à apprendre en fait comment l'utiliser et ça c'était aussi passionnant donc voilà, c'est enfin, je le dis moi là, par exemple, je suis pas sur TikTok, tu vois? Mais Ouais. en fait, je me dis: «Ah, il faudrait que je m'y mette pour pouvoir comprendre aussi comment ça fonctionne». Parce Ouais. que je vois que ça attire énormément de jeunes notamment à qui j'aimerais bien m'adresser. Ouais, tout à fait. Je suis ouais, Mmh. totalement d'accord. Mais après, on a des listes de trucs qu'il faut qu'on fasse et Oui, mais du c'est coup, tu pas toujours, priorises. En fait, c'est ça. typiquement, Mmh. Facebook, tu peux le lâcher, tu vois? Il y a un Ouais. côté en fait, Bah, enfin oui et non, là, tu vois? je suis pas en train de dire, il faut lâcher l'un ou l'autre, mais Ouais. c'est en Oui, fait mais oui, mais non, c'est prioriser, prioriser comme tu dis, ouais. Mmh. c'est lequel est le plus important par rapport à la mission Ouais. qui est la mienne aujourd'hui, quoi. Bah, nous, enfin, Facebook, je l'avais un peu lâché, Ouais. entre autres parce que, bah, ouais, il y a un côté Salut Marc. puis il y a un Bon, côté, outdated, tu vois? Un peu dépassé oui, quelque part oui, c'est sûr. et en même temps, il y a quand même toute une frange de la population qui l'utilise beaucoup et Mmh. notamment je sais pas, les plus de 45-50 ans, tu vois? Oui, complètement. Et qui font partie Mmh. finalement de notre communauté, Mmh. donc chez Constellatio. Ouais. Sur le podcast, je sais que Mmh. j'avais arrêté de communiquer sur, Facebook et du coup, j'ai des gens qui m'ont dit:
Ouais, quand Mais tu tu arrêté le où est-ce que podcast? tu en es? Oui, oui, d'accord. Ouais, bah, bien sûr. Ah bah non? OK, donc en Mmh. fait, oui, il y a quand même des gens qui sont dessus et qui Mmh. font partie de notre écosystème quelque part. Oui, forcément. Mais bon, on s'éloigne un petit peu de l'interculturel et de ce sur quoi je veux te faire parler. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on revienne en arrière, Ouais. loin, loin, loin. Mmh. J'aimerais bien savoir quel était toi ton rapport à l'international, aux cultures et cetera quand tu étais vraiment plus jeune, quand tu étais Enfant. enfant, Mmh. adolescent? Est-ce que ça faisait partie de ta culture familiale? Est-ce que je crois que tu bougé un peu quand tu Mmh. étais j'ai fait mes devoirs un petit peu quand même avant qu'on se voit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Bah, écoute, la base, c'est que j'ai pas, enfin, j'ai été très ancré quelque part puisque, en fait, moi, j'ai grandi en Bretagne, à Rennes et j'ai fait toute ma scolarité sur le même campus. Hem et donc de l'âge de 3 ans à l'âge de 17 ans, j'étais dans un périmètre de 2 kilomètres, quoi. Waouh, ça me fascine, ça Donc en fait, c'est en termes de, comment dire? Interculturel, transculturel, 0. Mais aussi, mais culture forte quand même en Bretagne. culture forte et aussi une énorme stabilité. Parce qu'en Ouais. fait, quand tu es, un enfant et que, tu sais, tu retournes au même endroit à l'école l'année d'après, tu connais tout en fait et Mmh. tu connais Je même connais les pas bien ça moi. ouais, bah, ouais, J'ai pas du même tout fait moi, ça. j'ai vraiment eu cette stabilité-là et en fait, je me rends compte que et j'ai mes 2 frères aussi Mmh. et je me rends compte que c'est certainement aussi, à bien des égards, une force parce qu'en fait, ça te permet aussi de développer une confiance, Mmh. aussi. Tu es pas toujours, à devoir te réadapter et tout ça. Et en même temps, bah, du coup, ça fait que tu as peu de connaissances, de en fait, d'autres, systèmes de pensée, d'autres fonctionnements, d'autres écoles et cetera. Et les premières, je pense, alors il y a quand même une chose qui est marrante et je me rends compte en fait, maintenant, heu, on va dire, 37 ans plus tard, c'est que les 3 premières années de ma scolarité, la maternelle, j'étais à la Palestine. Ah ouais? C'était le nom de Ah! maternelle. OK, d'accord. Je Très bizarre comme tournure. Non, non, On dit en j'étais pas en Palestine Palestine, d'habitude. j'étais OK, à la Palestine et en fait OK, tous les jours, on allait à la Palestine. Et en incroyable. fait, du coup, c'est quand tu vois, aujourd'hui, quand j'entends parler, enfin, de la Palestine, Mmh. c'est bizarre, mais il y a un petit écho en moi où j'ai le, j'ai le sentiment, en fait, bah, d'avoir un lien, en fait, aussi, avec la Palestine et en fait, c'est j'ai jamais été, en fait, en territoire palestinien, ou quoi que ce soit, mais du coup, forcément, en fait, je suis en empathie, en Mmh. résonance aussi avec ce qui se passe aujourd'hui et voilà, en fait, et je me rends compte que parfois, tu as de l'interculturel malgré toi alors qu'on était dans comment dire? Une école privée catholique, Mmh. rien à voir, mais Mais nos cultures sont interculturelles Mais au bien départ, sûr en et fait. donc c'est ça en fait, tu vois? Le rebond en fait, des années plus tard, Mmh. voilà et non, les vraies premières expériences, avec d'autres cultures, je pense que c'est, quand j'ai été faire des séjours linguistiques OK, et donc à partir de l'âge de 12 ans, moi j'ai été à l'étranger tous les étés. d'accord. Donc la première, 12 ans, je suis allé en Angleterre, je suis allé dans la banlieue de Londres. OK. Et la première surprise culturelle, c'est pas tellement, c'est la langue évidemment, mais je pense que c'est surtout, hem, le quartier dans lequel en fait, j'atterris, qui est un quartier, populaire, ouvrier, dans lequel, les gens vivent dans une certaine misère en fait Mmh. et on est des petits jeunes, qui viennent de Rennes, classe moyenne et en fait, hem, on est projeté dans un univers où les gens finalement nous accueillent pas tellement parce qu'ils sont intéressés à rencontrer des jeunes Français, mais parce qu'en fait ce sont des sources de revenus. OK. Et donc je découvre aussi un tout nouvel, univers pour moi, social plutôt Mmh. que culturel et ça c'est une première surprise en fait et ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu tout à fait l'avoir à Rennes, Ouais. parce qu'il y a des quartiers comme ça à 500 mètres de chez moi, mais en fait je l'ai en partant en Angleterre
Et donc ça te dit aussi qu'on vit, malgré le fait, enfin je faisais du sport, je faisais du foot, etc. Donc du coup, t'as des échanges avec des enfants qui viennent un peu partout, mais c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas les mêmes moyens, Ouais, la réalité, en fait, du quotidien, finalement, Ouais, puis une exposition, tu vois, les gens chez qui j'ai été, passaient toute leur journée devant la télévision ou à jouer à des jeux vidéo OK. et à manger du fast-food. Et en fait, c'était enfin, nous, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Donc en fait, pour moi, tout était, enfin, je savais pas qu'on pouvait vivre comme ça. Mmh. Et donc en fait, je découvrais un nouvel univers. Et, euh, et ce que je trouve marrant, c'est que c'est à l'étranger que j'ai découvert qu'il y avait une diversité sociale, Mmh. alors que j'aurais pu tout à fait le voir en Parce qu'on France. vit dans des bulles, finalement, qui nous Exactement. ressemblent Et donc ça, c'était voilà, la première expérience en Angleterre. Les 2 années qui ont suivi, j'ai été en Sicile. J'ai passé 3 semaines puis un mois à Syracuse. OK, ça fait Euh, rêver. ouais, Plus que alors la banlieue de Londres, j'avoue. ouais, bah, alors c'est un peu le message que j'allais dire, c'est que finalement, en fait, tu te rends compte, parce que j'étais aussi dans des quartiers très populaires, mais en fait, la misère est un peu moins pénible au soleil. Ouais, c'est ça. Quand tu es juste au bord de la mer, en fait, et que tu es en plein été, Mmh. puisque justement j'y allais à ce moment-là, en fait, d'un seul coup, il y a aussi une facilité d'accès à tout le monde. Et j'ai aussi découvert ce que c'était que de vivre, là c'est plutôt un peu le bord de mer et tout ça, Mmh. enfin c'est une autre vie. Et j'étais avec des jeunes qui avaient mon âge, et donc avec qui je partageais aussi plein de trucs du quotidien. Et donc je pense que ça, c'était aussi un des premiers moments où je me suis rendu compte, ok, c'est des Italiens, en l'occurrence italienne, parce que ma correspondante était italienne. Euh, et que en fait, on était très similaires, malgré le fait qu'on parlait pas la même langue et qu'on Oui, vivait dans parce des que pays j'allais différents. te demander justement comment vous communiquez. Alors moi, je parlais italien. OK. Et je sais pas pourquoi, ouais, j'ai appris assez vite en fait l'italien. C'était donc j'ai choisi anglais parce que t'as pas le choix, tu prends l'anglais. Et puis après, ma deuxième langue, c'était l'italien. Et OK. je sais toujours pas pourquoi j'ai pris l'italien. Oui, parce qu'à Rennes, Il y a très peu de gens qui prennent italien d'ailleurs. C'est beaucoup, ils prennent allemand ou espagnol. mmh. Et il y avait une classe d'italien. On devait être une vingtaine dans la classe. Il y en a beaucoup qui avaient un lien familial ou quoi. Moi, c'est juste, Oui. peut-être la pizza, tu vois. Je sais pas, vraiment un truc Ah très bah, ça cliché à mon avis. ouais, mais la Ouais, nourriture, ouais. c'est quand même Non, assez central dans la tu culture. vois, ça joue quoi. Et tout le monde a dit, mais pourquoi tu as choisi l'Italie? Il y a peu de gens qui parlent l'italien, l'espagnol, ça te permet de rencontrer plus de gens, Mmh. etc. Et en fait, bah, tu vas voir, la troisième langue que j'ai choisie, c'est pareil. En fait, j'ai pas du tout été dans cette logique de ça va me permettre de parler Ouais. avec le plus de monde possible. C'est juste qu'en fait, l'Italie m'attirait. Je pense aussi historiquement. euh, Ça évoquait plein de choses et voilà, ça m'intéressait plus à ce moment-là que les autres langues. Et puis après, donc les années lycée, j'ai été aux États-Unis. Mmh. Donc j'ai été accueilli à Troy, Troyes, C'est juste à où côté ça? de Détroit. OK. Donc c'est dans la banlieue de Détroit. Et donc là, j'ai aussi découvert un nouvel univers, la classe moyenne américaine, avec je sais pas combien de Ah ouais, dizaines de milliers Détroit. d'objets dans la maison. Ah ouais? Euh, George W. Bush sur le frigidaire OK. en photo. Waouh. Des chapelets en fait marqués partout sur les murs, enfin des textes religieux Ah partout oui. sur les murs, etc. Et, Ah ouais. et ouais. Et enfin, un truc où il y avait des centaines de pavillons très similaires en fait. Ouais. Un peu Desperate Housewives avant qu'on En moins découvre glamour. ouais, c'est ça. Mais du coup, j'ai découvert aussi un univers beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus engagé aussi, ou du moins c'était beaucoup plus visible leurs engagements politiques et Mmh. leurs croyances religieuses. Mmh. C'est affiché. Mmh. C'est Et moins tabou que chez enfin, c'est moins du domaine de l'intime que chez nous. bah, en tout cas, ouais, moi je connaissais pas du tout ça, puisque à la maison, tu demandais quel est le rapport à l'international. En fait, le rapport à l'international, il est de deux ordres. Ma maman est maître artisan en encadrement, donc il y a des cadres partout sur les murs à la maison.
OK. Pas de George W. Bush? Non, il n'y a pas George W. Bush, mais par contre, il y a des photos, il y a des tableaux. Ouais. Et ces photos et ces tableaux, en fait, c'est des fenêtres ouvertes sur le temps et géographique, parce qu'en fait, chacun des tableaux, peut y avoir des œuvres qui évoquent la Renaissance italienne, peut y avoir des œuvres africaines, asiatiques, etc. Donc ça, c'est aussi une... il y a plus de tableaux qu'il y a de zones blanches sur les murs. C'est-à-dire Ah que oui? vraiment, il y a des tableaux partout. Excellent. Donc ça, c'est une manière aussi de découvrir le monde. Et mon père, lui, travaillait à l'international parce qu'il vendait des colorants alimentaires. Et il voyageait un peu partout en Europe, puis un peu partout en Asie. D'accord. Donc en fait, il partait 2 semaines, 3 semaines, voilà, et il revenait et il nous racontait. Mmh. Et donc ça, c'était quand même aussi, c'est assez fou de l'entendre parler de tous les pays en fait qu'il avait Mmh. découvert. Donc voilà, là, Donc tu avais ça plein de m'amène fenêtres ouvertes, à, tu vois, à 17 ans, le bac. Mmh. Et après, bah, je suis venu à Paris Mmh. faire mes études. J'ai fait des études en relations internationales. Donc là, l'objectif, c'est de devenir diplomate. Donc toi, à ce moment-là, déjà, tu savais que tu voulais travailler avec le monde, quoi? En fait, ouais, j'adore dessiner, j'adore voyager. Et donc, parce que tous ces, comment dire, ces séjours linguistiques, c'est pas subi, sauf celui en Angleterre, mais les autres, c'est moi vraiment qui ai envie de tous les étés partir quelque Mmh. part. Et c'est moi qui demande aussi aux parents de pouvoir aller en Italie, de pouvoir Des aller destinations, aux États-Unis, ouais. etc. C'était souvent via l'école, puisque l'école avait des programmes de correspondance en fait. Mmh. Mais, et donc là, je me retrouve dans un univers hyper cosmopolite, avec des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, et aussi beaucoup de Parisiens. Mmh. Et en fait, je me C'est rends une compte culture à part entière. qu'il y a une vraie culture à part entière. Je me rends compte que quand on te dit rendez-vous à 19h, ça veut dire pas avant 20h30, par exemple. Ouais. Et donc moi, René, qui arrive un quart d'heure avant, donc je suis là à 19h15, j'attends jusqu'à 20h30 comme un con tout seul dans un bar. Et Ouais. ça m'arrive plusieurs fois. Et là, je découvre qu'il y a une vraie... Et peu importe que les gens soient togolais, brésiliens, sénégalais, comment dire, du monde entier, en fait, ils sont devenus parisiens. Mmh. Et ils sont tous à la bourre de la même manière. Et donc là, tu Oui, te rends parce qu'eux, compte, ils sont passés par la même phase que toi. peut-être, mais en tout cas, du coup, tu te rends compte qu'il y a aussi une culture locale Mmh. que chacun adopte en fonction de là où tu es. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'on est aussi hyper locaux. Mmh. Je suis rennais, je suis parisien du coup aussi, mais je suis aussi hambourgeois, là où mes parents ils sont partis en Allemagne OK. s'installer avec mes deux frères. Donc on y a quand même passé des mois. Mmh. Et donc voilà, tu prends des repères locaux, tu t'habitues aussi à des cultures locales. Mmh. Et donc je me sens parfois beaucoup plus parisien que français, par exemple. En fait, D'accord. dans le sens où je sais qu'il y a des Québécois qui connaissent bien mieux Biarritz que moi. Mmh. Et bon, Biarritz, c'est un mauvais exemple, je commence à connaître un petit peu. Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'en termes de sentiment d'appartenance, de culture aussi, moi, j'ai l'impression que le fait d'avoir vécu à certains endroits, et même parfois c'est hyper par quartier, c'est-à-dire que Paris, Mmh. de dire je suis parisien, en fait, Ouais. parfois quand tu creuses, il y a des gens, ils ont passé toute leur vie dans le 17e Ah, mais il y arrondissement. en a qui passent pas de l'autre côté de la Seine, quoi, Ouais, exactement. ouais. Donc ils sont parisiens, mais pas tant que ça, en fait. Mmh. Ils sont surtout, je sais pas, de l'Est de Paris, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà. Première année à l'université, c'est aussi premier stage Mmh. professionnel au Japon. OK. Hyper différent. Je travaille dans une chocolaterie. Ah, c'est vrai? Ouais. Excellent. Donc là, J'ai travaillé dans une C'est pâtisserie vrai? chocolaterie, mais OK. en Espagne, ouais. Ah bon, OK, bah, tu vois? Bah, on pourra échanger sur, Carrément. hem et là, intéressant aussi, enfin plein de trucs au Japon, énormément de choses en fait, Mmh. surtout, j'ai 2 expériences très différentes. On revient sur les choses le local. Je suis à Tokyo au départ, Mmh. donc là, c'était vraiment une fourmi, dans la fourmilière, parce qu'en fait, tout va très vite. En fait, tu es en flux,
tu es en flux tendu. Je suis accueilli chez l'un des dirigeants de la société. Nos journées, c'est réveil 7h, 8h on est dans le métro, 8h30 on est au bureau, on travaille de 8h30 jusqu'à 19h, 19h on est dans le métro, on rentre, on dîne, à 21h on est Waouh. couché et hop, on fait ça. Et, euh, et là, enfin, ouais, je vois le métro boulot dodo, en fait, là, Mm, c'est ultra réel, en fait. mm. Les pauses déjeuner, elles durent à peine une demi-heure et c'est vraiment hyper optimisé. Ça, c'est souvent le choc culturel pour les Français dans Mm. d'autres pays, au Ouais, de boulot. pas Ce manger truc longtemps. de, ouais, c'est ça. Et inversement, des gens qui disent, mais comment vous avez une pause déj aussi longue en France? C'est pas possible. C'est du temps Ouais. perdu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le côté un peu optimisé, à rester limite derrière le bureau pour pouvoir manger. Mm. Après, moi, je suis pas très. Pour le coup, tu vois, les pauses déjeuner, j'en ai pas parce que je vais courir le Ok. midi. Donc, je pense pas que ça aurait été le truc qui m'aurait le plus Ouais, gêné. ouais. Mais par contre, c'était le truc de bah, t'as peu de temps pour profiter de la vie. Ouais. Et aussi, bon, est-ce que passer sa vie au travail, c'est si épanouissant que Mm. ça? Alors, et donc, comment je trouve un travail qui m'épanouit, quoi? Ouais. Tu crois pas C'est. qu'en France, on a aussi un peu un côté, en fait, la Mm, culture est tellement importante, etc., mm, qu'il faut de la place pour ces choses-là. Au-delà du fait, mm, enfin, on a quand même, bon, tout le truc des 35 heures, machin, mm, etc., c'était aussi pour que les gens dépensent de l'argent dans les vacances, dans les loisirs, etc. Enfin, il y a un côté économique derrière tout ça, mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on a quand même une culture où, où être mm. cultivé et avoir, tu vois, Ça une fait partie du job personnalité presque. développée et Ouais. cetera, c'est important et donc on Mm. laisse de la place à ça et ce serait impensable en France de pas avoir de vie en dehors du travail. Pas juste sur ce côté être tu vois, être, C'est impliqué, mais sur, c'est possible. Alors après, ce que j'ai observé, c'est pour ça que je te parlais de local, c'est qu'après, j'étais à Kyoto. OK, Et là, en fait, c'est pas du tout la même ambiance, en fait. Et tu beau être dans le même pays, en fait, les gens vont pas du tout au même rythme. Pour le coup, ils prennent plus de temps pour déjeuner. En fait, il y avait, ouais, c'était complètement différent parce que t'as pas des grandes tours, tu as plutôt des zones résidentielles avec des maisons. mmh Enfin voilà, tu rentres soudainement dans un tout nouvel univers. Et voilà. Après, moi, j'avais eu un peu la relation homme-femme, c'était aussi très différent là-bas. Dans d'accord, les bureaux dans lesquels j'ai travaillé, en fait, euh, j'ai, je pouvais difficilement parler avec les femmes. d'accord, Et les femmes qui étaient dans ces entreprises, bon, c'était il y a déjà c'était il y a une vingtaine d'années, du coup, ouais, c'est ça. C'est bah, pile 20 ans, en fait. OK. Me regardaient pas dans les yeux, Ouais, ouais, n'échangeaient quasiment pas avec moi, mis à part une des jeunes femmes qui avait vécu 10 ans aux États-Unis. ouais, ouais. Et donc en fait, c'est là tu voyais, bon bah clairement le fait que elle avait été exposée à la culture Mmh. américaine et était revenue au Japon, en fait, elle avait un rapport totalement différent qui me paraissait être un rapport dont j'avais l'habitude en fait. Bah, oui, qui était plus proche Et de ce que toi tu connaissais, mais ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, ce que ça fait aussi sur les relations hommes-femmes au sens, ouais, amoureux. ouais, mm, Quand certaines personnes vont dans d'autres pays, moi j'ai beaucoup ouais, vu ça, notamment en Tunisie où, tu vois, des Tunisiennes qui allaient habiter à l'étranger et pour qui après c'était vachement dur de revenir dans un, tu vois, dans un couple beaucoup plus mm, traditionnel, ouais, et en Inde, pareil, j'ai des amis indiens et en fait, le fait d'aller à l'étranger, ça chamboule pas mal de choses sur, mm. Tes bah, sur ce que tu juges perceptions. comme étant normal et Mm, tu vois, quand tu reviens dans ton mm. pays quelque part, j'ai l'impression. Ah bah oui, mais là, elle, c'était flagrant. Et pour moi, ça me permettait d'avoir quelqu'un qui faisait le pont. Parce Mmh. qu'en fait, pour le coup, le rapport que j'avais avec les autres femmes au bureau, en fait, je le comprenais pas du tout. Puis bon, moi, j'ai 18 ans, hein, donc Mmh. Ouais. je suis quand même vraiment très jeune, en fait. Et donc, je j'ai pas envie de faire de bêtises parce que c'est ma première expérience professionnelle, en fait. Mmh. Et tu sais pas si, comment dire, c'est euh, abusé d'aller discuter, enfin bon bref, il y a plein de choses, Mmh. t'es pas très au courant. Et en même temps, je me rends compte aussi que, parce que je me retrouve à boire des verres avec certains
des gars au bureau et je me rends compte qu'il y en a qui ont 30-35 ans et qui finalement ont l'air d'avoir beaucoup moins d'expérience, euh, comment dire, d'échange avec les filles que Ah moi, ouais? qui ai 18 ans. Et OK. donc, du coup, ça, c'était aussi, en fait, tu vois, des rythmes différents Mmh. de maturité aussi dans les relations et tout ça. C'est vachement intéressant Mm, ce que tu dis mm, sur le pont. mm. En fait, Bah oui, elle est entre deux cultures et donc elle peut ouais. t'expliquer. Exactement. En fait, j'ai donc moi, je donne des conférences aussi Mm, en entreprise sur ce que j'appelle les compétences interculturelles. ouais. Donc c'est parler d'interculturel et de management et cetera, mais en dehors de, voilà, comment on travaille avec les Chinois ou, Mm, voilà, la oui. culture colombienne ou Ouais, ouais. moi, je parle vraiment de comment tu travailles ta posture, en fait, Mm, face à l'autre. mm, Je parle de trois compétences principales que sont la vulnérabilité, mhm, la curiosité et la décentration. mm, Et parmi les outils que je transmets, il y a le fait de te trouver ce que j'appelle, alors je sais pas mm. si tu connais un peu le milieu des arts martiaux, Vas-y, vas-y, mais le pas tant concept que de ça. Mais- l'AIT. Ouais, non. L'AIT au Mm, karaté, c'est un peu le sparring partner. À la d'accord. boxe, Mm, c'est quelqu'un avec qui tu t'entraînes, mm, qui a pas forcément le même grade que toi, mais qui va venir, toi tu vas l'aider, lui il va t'aider, mhm, même si tu as pas le même niveau, même si, mm, tu as pas les mêmes compétences, mais même si c'est quelqu'un qui est moins gradé que toi, il va pouvoir te dire: «Bah, peut-être que là, si tu arrives pas à lever la jambe, c'est parce que ton pied au sol là, tu peux mm, peut-être l'ouvrir un peu plus», machin. Et donc il y a vraiment un côté, on s'entraide, mm. c'est une personne de confiance. Ouais. Et donc moi, ce que je suggère, c'est de trouver un AIT Mhm, qui va être la personne à qui tu vas avec qui tu vas pouvoir te montrer vulnérable mhm. et dire: «En fait, là, je J'ai comprends pas pas, je compris suis ce qui se paumée, passe. il Ouais. s'est passé ça, Mm, je sais pas pourquoi, je sais pas mm, comment réagir, nin et d'avoir cette personne de confiance qui va mm. t'aider à décrypter et qui va t'apporter un regard extérieur, ça peut être, enfin, c'est vraiment une clé pour moi sur, Ça me parle beaucoup, je connaissais pas, du coup la notion d'AIT, si tu mmh, dis. AIT, En ouais. fait, mais nous on a chez Signal, l'une des premières choses qu'on ait faites, ça a été de créer des binômes qu'on a appelés des buddies Mmh. et toute la logique, c'était d'avoir des relations pair à pair parce qu'on était dans un univers où toutes les relations étaient, verticales. Il y avait des réfugiés qu'on considérait comme des bénéficiaires Mmh. ou qu'on considérait comme des victimes. Mmh. Et il y avait en face des bénévoles qui savaient ou des professionnels qui étaient là pour aider. Et donc la relation, tu rentres dans une relation qui est nécessairement Ouais. verticale. Et donc tu as les sachants, ceux qui savent pas, etc. Et là, en fait, c'était vraiment de créer cet espace de plutôt horizontalité Mmh. où en fait, on va tous les deux s'apprendre des choses et on va tous les deux justement échanger. Et ça paraît une évidence, mais c'était très nouveau en fait dans ce secteur. Ouais. Donc ça me parle en fait d'avoir quelqu'un de confiance à qui tu peux confier aussi un peu des questions qui parfois peuvent paraître bêtes, et sur les sujets essentiels, sur le comportement vis-à-vis de l'autre sexe, Mmh. sur les relations amoureuses, et on faisait pas mal ça aussi, on avait des ateliers un peu sur comment draguer, OK, et voilà. Et donc génial. c'était un peu touchy aussi parce que bon, Il y a tu des gens, as même dans ouais. leur propre culture, faudrait leur dire. Non mais exactement, et mais du coup c'était et puis il y a pas quelqu'un qui disait: «Bonjour, je suis monsieur Docteur Ouais, Love, je vais vous expliquer comment draguer». En fait, c'était plutôt: «Bah, vous, comment vous vous y prenez en fait? ouais. Et vous avez eu J'ai quoi pas comme compris ce». réaction quand vous avez fait ça? Voilà. Et donc avec aussi des hommes et des femmes dans la salle qui peuvent dire: Mmh. «Non mais ça non, c'est pas possible en fait», Ouais. ou au contraire, ça, je Ouais, trouve que c'est c'est vachement acceptable, cool. et cetera. Et donc c'était hyper marrant d'avoir, des gens en fait, d'Afghanistan, de Syrie, de France qui t'expliquent leur perception du couple, de la Mmh. famille, de la drague. J'aurais Ouais. adoré être là. Ouais, c'était très amusant franchement, enfin, on en a organisé, des dizaines, des ateliers comme ça. Mmh. Je sais même pas si on en fait encore, mais je sais que j'appréciais beaucoup moi à l'époque. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Mais je trouve que la clé, c'est vraiment cette Mmh. notion de vulnérabilité, dire en fait, Mmh. faut accepter le fait qu'on sait pas tout Mmh. et accepter le fait de l'exprimer et Ouais, donc quelque ouais. part de se mettre en danger parce que tu dis à l'autre: «OK, en fait, Mmh. là, je t'ai dit ça et peut-être que tu vas me dire: "Mais tu bête ou quoi? Ça Mmh. ça va pas la tête?"» Ouais, ou ouais, bien voilà. sûr. Mais si tu le fais pas, bah, tu en fait, entre guillemets, «tu restes bête», quoi, tu vois? Et C'est d'expliquer aussi que, en fait, il faut rentrer aussi un peu dans une zone, où tu suspends ton jugement. ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des réactions un peu épidermiques de: «Non mais en fait, tu peux pas te permettre de faire ça». Mmh. Oui, mais sauf que, bon, bah, la personne, elle a grandi, pendant 25 ans dans un endroit, on lui a dit que ça, c'était normal. Mmh. Donc il faut aussi le temps qu'elle digère que, bah, non, en fait,
dans ce nouvel endroit. Mmh. On trouve ça bizarre, ou on trouve ça Le même digérer violent. et Mmh. réussir à l'intégrer dans ton mode de fonctionnement qui Et est encore réussir à une le autre mettre en étape, quoi. place, Mmh. qui est encore une autre chose. Et c'est là aussi où justement cette notion de binôme, elle est importante. Mmh. C'est que parfois tu as besoin d'être accompagné pour pouvoir le faire. Ouais. Ouais, tout à fait. Et il y a vraiment ce côté, bah, du coup, sur la décentration, donc Mmh. le fait de comprendre que tu as des filtres Mmh. culturels et qui sont pas universels, Ouais. c'est le fameux agree to disagree. Mmh. Et c'est ce que je transmets aussi dans mes conférences, de dire, mais Mmh. tout le monde a le droit d'avoir une opinion. Ouais, et puis on est Mais on enfin, n'est pas obligé de la montrer tout le temps, en ouais, fait. oui, oui, Tu oui, vois? Tu peux complètement. poser des Mmh. questions Mmh. bah, j'ai une nièce qui a 9 ans. Je Mmh. suis intervenue dans sa classe, parce que j'ai écrit un livre pour enfants aussi dans le Ouais. cadre d'un des projets de mon ONG. Et donc je suis allée faire une rencontre d'auteurs dans sa classe et j'ai trouvé ça génial parce que donc on a parlé de diversité, machin, et cetera. Et 3 semaines, un mois après, ma sœur m'appelle. Elle me dit, «Tu sais, aujourd'hui, j'étais pas d'accord avec Emma et elle m'a dit, et bah, On a le droit de pas Chachou, être d'accord. elle m'a appris qu'il fallait écouter pour comprendre et pas écouter pour répondre». Je me dis: «Oh!» Ça a laissé ses traces. Mais c'est ça aussi, c'est dire, tu as le droit de pas être d'accord, mais d'abord Bien sûr. écoute pour comprendre Ouais. Mmh. ce qui on a vraiment des bruits de travaux Ouais, exceptionnels en bruit de fond. Mais ouais, écouter pour comprendre mmh. avant de, Oui, avant de d'avoir répondre, ton avant de argument à toi contre-attaquer, pour le ouais, défendre. Et ouais. bien sûr. Bah, ça on pourrait, former les gens qui vont à la télévision pour faire des débats, Mmh. avant. Parce que C'est clair. ouais. C'est Aujourd'hui, clair. on est beaucoup, ouais, dans cette logique de posture, en fait. Les gens ont déjà préparé tout leur argumentaire avant même, de Mmh, rentrer dans un débat, quoi. mmh. Absolument. Mmh. Sur, les différents pays dont tu m'as parlé, tu as des anecdotes de trucs ou justement de surprises interculturelles, d'où le nom du podcast, mais Bah, de écoute, en fait, enfin, dans tous ces endroits, j'ai j'ai eu, je sais pas, des tonnes, en fait, de surprises. Moi, j'ai du mal à créer des généralités. C'est-à-dire qu'il y a mmh, beaucoup de surprises culturelles que j'estime être des moments très spécifiques avec, des gens, à ce moment-là, dans ce contexte. mmh Et j'ai pas envie de me dire: «Ah, les Japonais sont comme ça», parce qu'en mmh. fait, je connais pas, tous les Japonais, en fait. J'ai rencontré, peut-être, 50 Japonais. Tu arrives à Non, mais évaluer, j'essaie, tu sais, j'essaie de voir combien il y a de gens qui bossaient au bureau et tout ça. Donc, en ouais, soi, je vais pas dire les Japonais sont comme ça, parce non, que, et en l'occurrence, tu vois, je te parlais des femmes avec lesquelles j'ai eu des échanges. mmh. Bon, bah, ça se trouve, c'était juste les 4 femmes qui étaient au bureau, et qui se Ils savent comportaient comme rien, ça, tu vois? ouais. C'était quoi cette Et histoire, tu sais, d'un mec qui arrive en Angleterre et qui voit mmh, un roux et puis après il oui, voit un autre roux, il dit: «Ah bah les Anglais sont roux». oui, oui, non, mais c'est Parce ça. qu'il Et en a donc, vu 2 ou 3 de et à suite. l'inverse, tu arrives en Angleterre, et comment dire, ton taxi est noir, tu te Ouais, dis: «Tous les Anglais sont noirs». Donc, voilà. oui, c'est en fait, je veux pas tirer des généralités des expériences que j'ai eues. Après, dans les je m'étais dit, te raconter, 3 anecdotes, en fait, plutôt de gens qui sont venus en France OK, et qui m'ont dit les choses qu'ils trouvaient les plus, bizarres, en OK, fait, j'adore. voilà. Et donc, c'est des 3 personnes, donc qui sont réfugiées en France et qui ont passé, plusieurs années en France. Donc, la première, c'est Hamza, qui vient d'Iran Mmh. et qui est un ingénieur, qui a dû partir de là-bas parce qu'en fait, il s'était engagé dans une campagne, électorale, et en fait, il était dans l'opposition. Donc, il a fait, de la prison là-bas, et puis avant d'être, jugé, en fait, à nouveau, il s'est dit: «Bah, je m'en vais parce que, c'est, comment dire? Ma vie est en danger». Mmh. Et il est, heu, il est arrivé en France et il a, recommencé à être étudiant. Il a étudié à l'EM Lyon, il a étudié à Sciences Po Paris. C'est le mec le plus diplômé que je connaisse. Il a des diplômes d'ingénieur en sciences politiques, juste incroyable. Et en fait, il a passé beaucoup de temps dans les bibliothèques. Et il dit: «Les Français, ils ont un problème, c'est que quand tu bouges une feuille ou tu fais un bruit avec tes crayons dans une bibliothèque, tu as toujours quelqu'un pour te faire chut». Tu vois? Genre un truc Ouais, hyper, et le il rapport dit: au bruit. «Par contre, quand tu as un mec en face de toi, qui veut se moucher, Mmh.
il sort pas de la bibliothèque. Il prend son mouchoir et il fait et il dit genre: «Mais le truc le plus dégueulasse», tu vois? Et là, il dit: «Il y a personne pour lui faire, chut», tu vois? Alors que un, ça fait beaucoup plus de bruit. Ouais. 2, C'est dégueulasse. il dit d'un point de vue, transmission, Oui. microbes, sanitaire, machin, c'est une catastrophe. Et en fait, du coup, c'est là, tu vois? Parce que tu revois la scène, tu sais, quand tu étais à la bibliothèque et Ouais. tu repenses à tous les gens qui se mouchent, y compris toi, et en mode, bah, ouais, c'est normal, tu vois? Ouais. Alors qu'en fait, bon, c'est vrai que ça fait peut-être plus de bruit que de froisser, tes feuilles, quoi. Ouais. Et donc ça m'avait fait rire, en fait, quand il a raconté cette anecdote. J'adore. Et d'ailleurs, on voulait, en fait, la raison pour laquelle j'avais recueilli toutes ces anecdotes, c'est parce qu'on voulait préparer Ah, mais un tu avais un recueilli one délibérément des anecdotes, en de fait, surprise, si tu veux, j'avais fait un apéro où, je disais, quels sont les trucs qui vous ont surpris? Ouais. Parce que en fait, j'aimerais bien qu'on voit s'il n'y a pas un one man show, à faire, enfin ou OK. plutôt un comedy club, Ouais. où on pourrait avoir toutes les anecdotes de, «Ils sont fous ces Français», tu vois? J'adore. Et donc il y avait celle-là, il y avait, Abdulkader aussi qui lui vient de Syrie, qui racontait que, en Syrie tu parles assez facilement, enfin du moins c'était son impression, avec Ouais. les gens autour de toi. Tu peux taper la discute avec ton voisin et il va pas te regarder, bizarre. Mmh. Puis en fait, il est arrivé à Paris. Je pense aussi, il venait pas Ah oui, nécessairement et Paris en de. plus. Ouais, c'est ça, mais donc lui aussi, je sais pas, exactement dans quelle ville ou village, il a grandi. Donc après, est-ce qu'à Alep, c'est la même chose? Est-ce Mmh. que je sais qu'il a été pas mal aussi en Turquie dans sa vie, est-ce qu'il était à Istanbul ou est-ce qu'il était plutôt dans Mmh. dans des petites villes? Peu importe, en tout cas, il arrive à Paris et il essaie de taper la discussion avec des gens dans la rue, notamment des jeunes de son âge, J'imagine. puisqu'il a une trentaine d'années. Ouais. Et vent sur vent, quoi. Et que les femmes partent limite en courant, en le regardant chelou. Il est, parce qu'en plus, il parle pas bien français, donc Mmh. bon, et lui, il y va avec sa gouaille en mode sourire, et en fait, tout le monde le regarde, genre, c'est un mec trop bizarre. Et Le donc, ben, en fait, pauvre. franchement, enfin, lui, il est quand même parti d'une, comment dire, d'une situation très difficile. Il arrive à Paris, il se dit, ça va être enfin la belle vie, Mmh. etc. Et en fait, il, Ah ouais, là, il a il, il déchanté, se quoi. retrouve très isolé, un peu triste, en fait. Mmh. Et puis, il va se poser dans un parc et il s'assoit sur un banc public. Et là, en fait, il y a un vieux monsieur à côté de lui. Et le vieux monsieur lui parle pendant 2 heures. Et là, il fait: «Mais génial, en fait, je vais Trop faire ça bien. toute ma life. Je vais aller dans les parcs, me poser sur les bancs publics et je vais parler avec C'est les le vieux», tu vois? spot pour que Ouais. les gens te parlent. Et en fait, du coup, il disait, j'ai appris, le français beaucoup avec les personnes âgées, en fait, D'accord. à Paris. Et donc, ce qui est resté de ça, et c'est ça que moi je trouve particulièrement marrant, c'est que quand il s'exprime, parfois il a des expressions genre, de guingois. Tu vois? Genre le truc que seulement ton grand-père ou ta grand-mère peut Marrant. dire, en fait. Et donc, parce qu'il a appris, en fait, le français avec des personnes, bah, qui avaient 70-80 Ouais, ans. Et donc trop voilà, ça, je fort. trouvais ça aussi génial. Tu retrouves ça un peu dans des pays, bah, Mmh. dans les anciennes colonies françaises Ouais, où ah tu oui. le français a évolué différemment. Oui, Mais je d'accord. sais qu'en Tunisie, par exemple, moi j'avais des élèves, j'avais enseigné dans une Mmh. école primaire et ils me disaient que Ben Ali, Ouais. l'ancien dictateur, c'était un filou. OK, ah oui, J'étais oui, là: «Oh, j'avais c'est ouais, mignon», mais en oui, fait, oui. Ah, la ça a été, pour le coup, signification c'est pas mignon, la signification à ouais, l'origine, oui, c'était ouais. filou, c'était pas Ouais. un petit mot C'est une gentil vraie que tu dis, insulte, ouais, ouais, c'était oui. un truc, grave, tu vois? Mmh. Et du coup, ça j'aime bien moi ces Oui, petits alors mots où tu es là: qu'aujourd'hui, «Ah, c'est c'est plutôt les enfants: «Ah, les filous, ils ont ouais, fait c'est ceci, ça. cela», ouais. Bah, les c'est que Ouais. les petits filous, Oui, c'est quoi? exactement. C'est les petits Suisses là?» Oui, 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 exactement. C'est totalement Bon, ça. tu imagines pas la tête de Ben Oui, Ali dessus. c'est presque mignon, quoi, C'est les ça. les petits filous, ouais. Et donc il y a des mots comme ça qui évoluent, là on parle de voilà, tu vois, on a parlé de Mmh. culture, de classe sociale, de culture locale et pas juste Mmh. nationale. Mmh. Maintenant culture générationnelle. Ouais, et culture, exactement, Ouais. la différence entre les générations. Et non, et la dernière, en fait, enfin, bon, elle est grossière, mais je la trouve magique, en fait. Ouais. Donc, c'est un ancien, salarié de Singa, Farod, qui, lui, est afghan. Il parle, hyper bien français, il gère, l'incubateur, donc comment dire? Il est au contact de tous les entrepreneurs en permanence, et cetera. Et
un gars qui s'entend bien avec toute l'équipe et tout, et qui souvent ramène des choses qu'il a préparées à la maison pour Mmh. partager. Donc ça aussi, c'est aussi une autre Tellement culture, bon en parce qu'en plus. fait, à Paris, on est tous à manger nos petits, soit Mmh. notre sandwich, soit aller au resto ensemble. Mais Mais c'est ça là, cette que logique de, tu vois, je ramène à manger pour tout le monde, ouais. c'est autre chose. Et en fait, il est aussi, comment dire, anglophone. En fait, il a beaucoup bossé dans des univers internationaux Mmh. où on parle anglais, et donc il utilise très souvent des mots anglais. Mmh. Donc il fait des phrases en français, mais boum, il place un mot anglais au milieu. Et Voilà. ça, on même pas en France. Mm. Et non, on a Slack, qui est une sorte de réseau social comme Teams, etc., où tu peux partager en fait des messages. Mmh. Et donc il a ramené à manger et il envoie un message Je à vois venir le tous truc. les salariés de Singa. Ouais. En plus, enfin, a priori, il y avait que les salariés parisiens qui pouvaient venir manger avec nous, mais il envoie ça Il sur en va à tout le monde. le Slack général. Euh, En disant bonjour à tous, j'ai une petite surprise pour vous. Euh, qui aurait envie de goûter mes petites bites? Et en fait, Ah, je le voyais venir. c'était pour bites, parce que bites, c'est Les des petites bouchées, ouais, c'est ça, ouais. des bouchées de comment dire, de différents mets, etc. Et donc, sauf que la phrase en français, c'est qui veut goûter mes petites bites? Et, et là, Ah, bon, c'est déjà, le mec fait extraordinaire. 1,95 m, donc tu l'imagines pas forcément petit, mais surtout plusieurs. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait? Et donc, du coup, obligé d'envoyer un message. Je pense qu'il faut que tu revoies la traduction de ta phrase, etc. Et donc, voilà, et Excellent. ça m'avait fait rire. On en avait parlé beaucoup. Après, c'est devenu une running joke Mmh. pour nous tous. Et du coup, on avait aussi découvert, les Syriens de l'équipe nous avaient dit, ouais, bah pareil, quand vous nous proposez des kirs, Ouais. kir, ça signifie pénis en arabe, et donc qui parlait en Syrie. Et donc, enfin, avec la prononciation, Mmh. voilà. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un apéro et qu'il y avait Ils quelqu'un qui étaient proposait pliés, des kirs, et c'était là, genre, bah, ça va, tu vois. Et donc, bref, j'ai Mmh. appris ce jour-là qu'il fallait pas proposer des kirs et des bites à tout le monde, parce Mais que. tu sais que près de chez Mm. mes parents, ils sont dans la baie de Saint-Brieuc, ils sont Mm. Ouais. à côté de Saint-Quay-Portrieux Mm. et il y a un resto, ça vient d'être acheté, machin, ils ont refait la carte Mhm. et ils ont des camembert bites. Mm. Mm. Mais sauf que, bah, du coup, tu lis Oui, ton menu, il est écrit, quoi, donc ils ont il est littéralement écrit. marqué camembert bite, quoi. Et tu là. À l'oral, ça peut encore passer parce que tu le prononces comme il Oui, faut, mais à mais l'écrit, ça à passe l'écrit, c'est pas. pas possible, les amis. Bah, il y a une chaîne aussi américaine qui essaie de se lancer en France, qui s'appelle Los Angeles Bite. Et donc, LA, Bite. ouais, donc ils ont lancé la bite, Ah oui! et ça n'a pas marché en Tu France. m'étonnes. Mais j'adorais, moi j'ai fait une école de commerce, on avait des cours de marketing, Ouais. international Mm. et ils racontaient tous ces trucs-là, du genre la voiture, la puta, Ouais, qu'ils ont d'accord. voulu, vendre ou al moco. Al moco en espagnol, c'est la crotte de nez Ouais, et d'accord. puis c'était une toute petite voiture et je crois que Mm. le slogan c'était, «Tellement petite que tu peux l'emmener où tu veux», tu vois? Un truc comme ça. Ouais, donc C'était, tu fais des erreurs monumentales. ouais. Ouais. Bon, après, nous, tu vois, typiquement avec Singa, je me rends compte aussi, c'était un mot qu'on aimait bien parce qu'il était facile à prononcer et donc facile à transmettre dans plusieurs langues, Mmh. et qu'il avait une signification qui nous allait bien, qui était le lien D'accord. en lingala. Et sauf qu'on s'est rendu compte au fil des années qu'il avait plein de significations dans d'autres langues, Ouais. et parfois il y en a des plus ou moins heureuses, quoi. Donc, bref. Et, Ouais. Mais du coup, toi, tu as dû partir dans différents pays parce que tu t'es occupé du développement international de Singa, c'est ça? oui, en fait, donc Singa, donc moi je reviens, enfin oui, ce que je t'ai pas raconté. Donc j'obtiens mon diplôme, un master en sécurité internationale et défense, Ouais, et je pars en Australie pour travailler chez Amnesty International. ça, on a ça en commun aussi. Ah oui? Pas Amnesty, mais En l'Australie. Australie, J'ai habité ok. 2 ans et demi, à Ah oui, Sydney. d'accord. Mmh. Et bah écoute, moi j'ai atterri à Sydney, j'ai bossé chez Amnesty, et je travaille justement sur. C'est la première fois en fait que je travaille avec des personnes réfugiées, Mmh. et c'est là aussi où euh, je retrouve ma matrice transculturelle que j'avais eue à l'université, Mmh. et je me rends compte qu'il y a
on me présente les gens par leur nationalité, mais en fait, je me rends compte très vite que ça m'aide pas du tout à les mettre en relation et à créer de la richesse. Mmh. Parce qu'en fait, quand on me les présente par leur statut juridique et leur nationalité, je vois que seulement la différence. Parce qu'on me dit, c'est un réfugié syrien, et en face, j'ai un citoyen australien. Ouais. Et donc là, tu m'as Oui, tu présenté deux viens personnes ouais. qui n'ont rien à voir. Mmh. Mais après, quand moi je rentrais dans le détail, je disais, ah ok, mais lui, il appartient à la communauté des musiciens, et il appartient à la Mmh. communauté des végétariens, et il appartient à la communauté des fans de Beyoncé, il appartient à la communauté des footballeurs, ou machin. Mmh. Et en fait, avec cette lecture un peu plus fine, dans la nuance, qui partait aussi de l'individu, Mmh. donc au lieu de partir de il Un appartient groupe au auquel il groupe des appartient. Syriens. En Mmh. fait, je disais: «Ah, il a suivi des études en pharmacie. Ah, il a, envie de créer une entreprise, dans le domaine alimentaire». Mmh. Et donc en partant de tout ça, j'avais une base de données beaucoup plus intéressante Mmh. qui me permettait de: «OK, tu as envie de devenir chef cuisinier? Bah, je vais trouver un chef cuisinier en Australie, et Mmh. vous allez pouvoir être, enfin vous connecter et vous enrichir l'un l'autre, et cetera». Et en fait, ça a été le début aussi pour moi de Singa, et d'avoir, ouais, ce que moi j'appelle une matrice transculturelle, qui est un peu différente de la matrice justement interculturelle, un peu Mmh. cliché dont tu parlais tout à l'heure. Les Chinois se comportent comme ça dans le Mmh. business, les Français sont comme ci, et qui est beaucoup plus fine, et qui du coup te permet d'aller beaucoup plus rapidement à la création de valeur Mmh. pour tout le monde en fait. Et donc bah, ça a été le balbutiement de Singa. Je suis rentré en France, j'en ai parlé avec un de mes très bons potes de l'université, Nathanaël Moll, qui lui revenait du Maroc, où il avait travaillé. Et là, on lance l'organisation en France et au Maroc. Donc on est OK. beaucoup entre Rabat et Paris au début. Et en fait, bah, 3 ans plus tard, tout le monde se met à parler des sujets de réfugiés, ce qui n'était pas forcément le cas en 2011 quand on a démarré. Mmh. Et on a des sollicitations pour créer Singa, du coup, en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et donc moi, je m'occupe du développement international. Mais qui vous sollicite quand c'est comme ça? Des citoyens, des entrepreneurs, des organisations parfois. Par exemple, en Allemagne, c'est la fondation Bosch, OK. la grande Mmh. entreprise. En Suisse, ce sont les supermarchés Migros. Donc c'est des supermarchés, je sais pas, je pourrais pas te donner un équivalent, mais c'est comme si Monoprix nous avait sollicité Mmh. quoi en France. Et parfois c'est un entrepreneur qui, enfin Jasmine de Venter, qui était au Canada, qui elle veut créer Singa sur place parce qu'elle estime ça n'existe pas, et que ce Mmh. serait important d'avoir ça à Montréal. OK. Et donc après, on s'organise avec les uns et les autres pour mettre ça en place. Et parfois ça match, parfois on a les entrepreneurs et l'entreprise qui veut financer. Mmh. Parfois on a soit l'un soit l'autre. Donc voilà, au fur et à mesure, on met en place le réseau international. Donc tu as une ou plusieurs entreprises qui financent Singa dans un pays, c'est ça Pas l'idée? forcément toujours, mais alors oui, alors Singa, c'est une association. Donc Ouais. au départ de loi 1900 en France, c'est devenu assez rapidement une ONG, dans le sens où elle est devenue Mmh. internationale, mais au bout de bah, quasiment le début en Ouais, bah fait. oui, de ce que tu me décris. Ouais. Mais par contre, je pense que tu vois, ça, c'était une de nos grandes forces en termes d'ADN, c'est que c'est assez rare que des assos arrivent à aller dans plusieurs pays. Mmh. Parce que parfois, elles ont une culture très ouais, nationale plutôt que Ouais. locale d'ailleurs. Et Ancrés sur leur territoire, ouais, et puis, ouais. puis avec aussi des partenariats publics-privés Mmh. très franco-français, par exemple. Et en fait, je pense que nous, comme Nathanaël, il est franco-brésilien, il a travaillé au Maroc. Moi, j'avais travaillé en Australie, au Japon. Rapidement, Alice qui nous a rejoint, elle avait bossé au Mexique. En fait, on avait, comment dire, vraiment une approche très internationale. Mmh. euh, Oui, c'était dans votre ADN en fait, et puis dès même le en faisant départ. rentrer les gens qui arrivaient Bah oui. d'Afghanistan, de Syrie, du Sri Et Lanka, puis, vous connaissez des etc. gens qui, j'imagine, étaient allés dans d'autres pays parce que les migrations Ouais. sont très maintenant j'avais un prof, parce que Mm, j'ai fait un master en socio-anthropo sur les migrations et les relations mhm, interethniques et ouais. j'avais un prof italien d'ailleurs qui Ouais. disait qu'avant c'était des parcours qui étaient très linéaires et Mm. aujourd'hui c'est un plat de spaghettis Ouais, oui. et Ouais, que bah du oui. coup les parcours migratoires Ça se sont mélange dans très tous les ouais, c'est sens. ça. Et donc j'imagine que oui, quand tu as des réfugiés qui sont en France, qui viennent de tel pays, Mm, eux, dans leur réseau, ils ont des amis, de la famille et cetera qui sont allés dans tel autre pays. complètement.
Ouais, ça laisse, Et la donc place en dans le fait, doute. rapidement, en fait, c'est presque l'administration, heu, en fait, nationale te gêne par rapport à ton développement. Parce qu'en Mmh. fait, ce sont des barrières par rapport à ce que toi tu peux faire, en termes de création de richesse et cetera ça nous a plutôt enfin, ouais, obstrué, non, gêné, enfin bon bref, dans notre développement justement que les choses soient très organisées de manière, nationale, voire même parfois au niveau des collectivités territoriales, très régionales, locales. Mmh. Parce que nous, on tissait des liens en fait, partout quoi Ouais. On a un peu le même et problème où on nous dit: «Ah bah là, on peut mmh, pas vous aider parce que vous êtes pas que sur le territoire» et ouais, ou que alors ce vous êtes pas que à quartier-là, ouais, l'étranger. mmh. Parce qu'il y a Ah ça oui, aussi, tu as d'accord, aussi, ouais, beaucoup de d'associations qui font de l'humanitaire et du ouais, coup, en gros, si tu travailles à l'international, mmh, bah et que tu es pas dans l'humanitaire, bah, ça rentre pas dans la case. Du coup, tu peux pas non plus être soutenu et si tu fais des complètement. trucs en local, on te dit: Mmh, «Ah bah non, nous, on soutient ce qui se passe en local, local, donc tous tes trucs à l'international, mmh. on peut pas le financer ou on peut pas le soutenir parce que» donc c'est Bah, nous, on a d'être eu alors entre les après 2, tu as ça va quand être même des gens compliqué, qui ouais. sont qui sont aidants en fait, nous, on a quand même réussi à travailler avec plein de collectivités territoriales, mais c'est vrai que tu as des systèmes parfois où c'est même sur, les QPV, un quartier Mmh, prioritaire de la ville. Hem et en fait, c'est très difficile d'avoir des gens qui sont pile dans ce ouais. quartier-là, et qui correspondent exactement à ce que tu veux faire et qui vont pas en bouger. Parce Mmh. que c'est cette Bah logique-là oui. de comme si les gens s'installaient, en fait, 25 ans au même endroit systématiquement et donc on a fait comme on a pu, en Mmh. fait, pour faire grandir quand même, l'organisation. Ouais, voilà. Mais donc, ouais, moi, j'ai fait pas mal d'international dans le sens où j'ai beaucoup soutenu des nouvelles directions qui se mettaient en place dans Mmh mh. les différents pays où on a été. Donc, bah, systématiquement, j'ai été aussi confronté aux acteurs en fait, de l'écosystème local. Mmh. Et donc, bah, tu as certaines associations qui peuvent être soit dans la coopération, soit dans la concurrence. Tu as certaines fondations. Ouais. Il faut comprendre systématiquement un nouvel écosystème. Mais oui, parce qu'en Mm, fait, quand tu parles de migration et d'entrepreneuriat dans des mm, pays aussi différents que, je sais pas, ouais, que la France, le Maroc, mm. tu parlais du Mais alors, Canada, pour le coup, voilà. c'est pas du tout duplicable. C'est-à-dire qu'à chaque Ouais, fois, tu on as a tout dû un faire des système qui est modèles différent. différents. Ouais, c'est ça. Ce qu'on a fait au Maroc, par exemple, c'était absolument pas la même chose que ce qu'on a fait en France, en Allemagne ou en Belgique. Mmh. Et même entre la Belgique et la France, par exemple, bah, ce sont pas tout à fait les mêmes activités. Mmh. En fait, ce qui reste, c'est cette logique de créer des activités qui sont plus pair à pair et Mmh. donc pas être dans une logique de programme genre, parce que ça, c'est pas la mission de Singa. Il y a des organisations qui font ça, par exemple, de t'apprendre une langue. Mmh. On va vous apprendre l'allemand, on va vous apprendre l'anglais, et cetera. On vous donne des cours. Ça, c'est pas du tout nous. Nous, on est les espaces où les gens, ils viennent rêver, où ils Mmh. viennent, s'amuser, où ils viennent, créer ensemble. Ce type d'espace-là, il n'existait pas dans les migrations jusqu'à Mmh. maintenant. Parce que c'était toujours des trucs pour «t'intégrer» entre guillemets dans un truc existant. Ouais. Et donc, bah, pour t'intégrer, il faut que tu parles la langue d'ici. Pour t'intégrer, il faut que tu aies une formation qui permette aux entreprises d'ici de t'embaucher sur le job qu'elles, elles veulent, Mmh. etc. Et nous, en fait, on a bousculé ça en fait en disant, en faisant ça, on ne profite jamais de l'intelligence des gens qui viennent, mais aussi de l'intelligence collective qui ressort de la rencontre. Ouais. Et donc, du coup, sur les trois types de choses dont on peut bénéficier grâce à la migration, on n'en a qu'une. On a on utilise les gens pour ce que nous, on voudrait. Mmh. Et en fait, quand tu rajoutes comment dire, les gens qui arrivent apportent aussi des idées, des projets, donc ils peuvent créer des entreprises, ils peuvent, quand ils viennent dans une entreprise, apporter une nouvelle perspective en fait, sur le métier, etc. Mais aussi, tu rajoutes la troisième dimension qui est quand en fait on a l'opportunité de se rencontrer ensemble, de s'apporter mutuellement, donc de l'échange ou même carrément de la création ensemble, bah en fait On on élargit, réinvente oui, des oui. secteurs, On élargit le champ des on peut trouver possibles des et solutions à des problèmes qui paraissaient insolubles, etc. Et donc voilà, il y a tu sais, on a l'expression en France, impossible n'est pas français. mmh mh.
Et en fait, j'ai découvert que cette expression, alors, elle viendrait de Napoléon. OK. Et en fait, il l'aurait dit à un soldat qui disait que c'était impossible de prendre, en fait, de résister à l'armée espagnole et de prendre en fait c'était un fort ou je sais plus quoi. Et en fait, au lieu de faire appel à l'armée française, il a fait appel en fait à des cavaliers polonais. OK. Et donc, du coup, ils ont réussi eux à prendre ce bastion. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, impossible, on dit impossible n'est pas français, mais en Ça veut réalité, pas dire qu'on fait impossible n'est pas nous-mêmes. franco-polonais. Ouais, c'est Et ça. donc, du coup, Ça pour veut moi, pas dire qu'on fait c'est tout en interne, quoi. exactement, impossible n'est pas justement, ça peut paraître impossible quand tu essaies de le faire toi-même, mais si ça se trouve, si toi et moi, en Mmh. fait, on essaie de faire les mêmes tâches, ben, on va réussir. Ouais. Et donc, c'est une invitation à aller vers l'autre que je trouve Ah, j'adore. particulièrement chouette. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. Mm. Et je voulais te poser, c'est un peu la question que je voulais te poser depuis que je Mm. sais qu'on va faire cette Mm. interview. La culture de l'entrepreneuriat Ouais. est vachement différente d'un pays à un autre, Mhm. de ce que moi j'ai Mm. pu observer, le rapport à la prise de risque, le rapport Mhm. à l'innovation, à la créativité, et cetera. Aussi comment on s'organise. Enfin, concrètement, tu vois, j'étais en Colombie plusieurs fois sur les 2 Mm. dernières années. Tu as des quartiers, mais un peu comme dans les Mm. souks en fait, Ouais. où tu as, le quartier, à Bogota, tu as le quartier des lumières, le Mm. quartier du cuir, le quartier de machin, Ouais. où tous les mecs ils font le même Mm. truc Mm. dans la même rue, Dans la tu même vois? Et tu rue, te dis: ouais. «Mais» en Ouais. France, tu te dirais: «Mais Le niveau de c'est absurde, concurrence, le niveau de concurrence, ouais, il est hyper élevé». Enfin, mais donc il y a des cultures, ouais. entrepreneuriales qui sont vachement différentes d'un pays à un autre. Ouais. Tu as des choses que tu as envie de partager là-dessus, que tu as pu observer ou? Ouais, bah, en fait, déjà, on a été, confrontés à des pays dans lesquels il y a un entrepreneuriat de fait. C'est-à-dire que c'est même pas, un choix, c'est qu'en fait, tu es obligé d'être un entrepreneur ou une entrepreneur parce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent. OK, Ou alors même, parfois, c'était la seule activité qui était tolérée professionnellement. Et c'était notamment le cas des réfugiés au Maroc quand nous, on a démarré en 2013. Ils n'avaient pas le droit de travailler dans une entreprise. La loi a d'accord. évolué depuis, donc maintenant, Mais ils pouvaient monter leur boîte. En revanche, ils pouvaient avoir une activité entrepreneuriale. Alors, C'est flou, c'est quoi. pas monter une boîte parce qu'en l'occurrence, c'était pas des entreprises qui étaient déclarées, Ah oui, d'accord. mais il y avait une tolérance à ce qu'ils soient vendeurs à la sauvette et qu'ils Ah aient ouais. une activité où ils vendaient des produits, où ils vendaient des services. Et donc, du coup, là, tu te retrouves avec une économie souterraine, tolérée localement. Donc, tu as tous les enjeux de même, et du coup, quelle est la fiscalité, puisque du coup, Bah tu oui. vois, ils déclarent pas. Donc, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que, en même temps, si tout le monde est au courant au niveau des organisations internationales comme les Nations Unies, du gouvernement marocain, et que c'est accepté et que c'est même accepté par la population locale parce que du coup, les gens ont des clients. Et donc là, il y a un truc très intéressant à voir aussi. Est-ce que tu peux pas participer à la transition de cette économie souterraine vers une économie Pérenne formelle et pérenne? D'ailleurs, là, c'est un des... Singa, là, va... Alors, je sais pas si je révèle un secret, mais on va dire Singa va aller dans un nouvel endroit, OK, et qui est toujours la France, mais qui n'est pas métropole. d'accord. Et pour justement s'attaquer à des sujets comme ça, de transition en fait d'économie informelle vers le formel. Intéressant. Et donc ça, l'entrepreneuriat, on a eu ces dimensions-là. C'est vraiment pas facile d'opérer euh, dans un contexte comme celui-là parce qu'en fait, il faut être en communication permanente avec les autorités locales, internationales et les personnes Mmh. concernées. Ce qui peut mettre en péril les personnes concernées, aussi quand Complètement. Et donc du coup, il faut aussi être très ouvert sur le fait que tu vas pas sauver la situation non plus, en fait, que toi aussi tu es dans l'inconnu par rapport à aussi comment les autorités locales peuvent évoluer. Et parfois ça va dans le bon sens, parfois d'un seul coup ils disent bah non, en fait ça c'est pas toléré. ouais, et puis il Et peut tu y dis avoir un bah, revirement de situation, et il peut y hyper avoir un soudain. changement.
Alors il y a une certaine, quand même, stabilité politique dans certains pays, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais bon, il y a des gens qui restent Ouais. longtemps. Hem, donc ça, à la rigueur, ça évolue pas toujours. Mais bon bref, peu importe, hein, mais l'entrepreneuriat, tu as des choses qui sont en effet différentes d'un pays à un autre, mais tu as aussi, des choses que tu retrouves pour, chacun et même j'ai envie de te dire chacune et nous on l'a je parle des femmes parce qu'en fait, on a 50 de nos entrepreneurs, chez Singap qui sont des femmes Mmh. et ça, c'est des chiffres que tu retrouves même pas dans les incubateurs, Bah, ouais, parisiens, c'est clair. d'entreprises, normales. Mmh. Enfin normales, les nôtres sont normales, mais en tout cas, enfin On entend ce d'entreprises, que tu créées veux. par des jeunes Français qui ont fait un Ouais. Normal, on et va dire dans la norme dans habituelle. la norme habituelle et en fait, on s'est rendu compte tout simplement que c'est pas que les femmes étaient pas entrepreneurs ou qu'elles voulaient pas entreprendre ou qu'il y a pas de culture de l'entrepreneuriat, féminin ou je sais pas quoi. C'est que, il y avait beaucoup des femmes, par exemple, avec lesquelles, au départ on a enfin qui n'avaient même pas entendu parler de ce qu'on faisait, parce que d'abord c'était pas présenté dans les associations, parce qu'il Mmh. y avait un biais que bon bah peut-être potentiellement les hommes ils peuvent faire de l'entrepreneuriat mais pas nécessairement les femmes. Puis il y avait un autre biais, c'est que beaucoup des femmes s'occupent des enfants à partir de 18h. Et beaucoup des ateliers étaient proposés en soirée, parce qu'on pensait que les gens Mmh. travaillaient dans la journée, et on leur proposait genre un Ouais. atelier création d'entrepreneuriat le soir. Mmh. Puis en fait, quand on les a mis à 14h ou à 16h, ben d'un seul coup, en fait, on a vu toutes les femmes apparaître. Ouais, OK. Et donc là, c'était aussi intéressant de voir que bon, c'est pas qu'une histoire d'entrepreneuriat de différents pays, il y a Mmh. aussi un truc de genre et de relations culturelles ou entre les relations entre les hommes et les femmes. Mmh. Et peu importe, hein, les femmes, elles pouvaient venir de Mauritanie, de Sri Lanka et de voilà, elles étaient confrontées à la même Mmh. difficulté c'est elles qui ont la charge beaucoup, Ouais. des enfants. Et donc bah, comment toi tu participes aussi à ça, à faire évoluer? Donc tu vois, en fait, ce que je voulais te dire par là, c'est qu'en fait, c'est pas qu'une question d'entrepreneuriat national, genre les Mmh. Syriens, ils entreprennent vachement dans la tech, Mmh. ou je sais pas quoi. C'est aussi un truc très transversal de faut prendre en compte les vulnérabilités, faut prendre en compte, heu, les genres, faut prendre en compte plein de dimensions. Mmh. Et donc du coup, c'est difficile d'en tirer, parfois un truc du style, bon les Sri Lankais, ils Ah créent bah, tous ouais. des restaurants en fait. Parce qu'on a eu des entrepreneurs Sri Lankais qui, ont créé des systèmes où ils mettaient des, caméras dans les ballons pour pouvoir, filmer sur le terrain de foot depuis l'intérieur du terrain. Enfin tu vois? OK. Donc tu avais des trucs de tech, de Ouais. maboule, dans l'univers du sport. Mmh. Voilà donc en fait plus on a creusé, plus on a vu en fait justement aussi de la diversité Mmh. dans les différents entrepreneurs. Après, je pense que tu es confronté à une administration. Donc ça, par contre, elle sera similaire dans un pays, c'est-à-dire Ouais. que l'administration en Allemagne ou l'administration en France, Mmh. c'est aussi des règles entrepreneuriales. Pour créer une entreprise en Allemagne, Oui, tu dois avoir tel cadre, t'y prendre tant de temps à puis l'avance, ça peut te nin coûter un tarif qui est peut-être plus ouais. cher. Et puis la loi en Allemagne permet par exemple aux demandeurs d'asile de travailler. Je ne sais plus si elle leur permet de créer l'entreprise directement, mais elle leur permet de travailler au bout de 3 mois. OK, donc En France, rapidement. c'est au bout de 6 mois. Ouais. Donc en fait, un demandeur d'asile français, un demandeur d'asile allemand, c'est finalement pas la même personne parce qu'il Mmh. n'a pas la même possibilité de travailler ou de créer son entreprise. Mmh. Donc en fait, il y a aussi tout ça que tu vas devoir prendre en compte, c'est quelle est la législation, est-ce qu'il y a un écosystème fourni d'accompagnement à l'entrepreneuriat? Parce que par exemple en France, on est quand même assez chanceux. Ouais. Il y a plein de choses qui se font pour les entrepreneurs. Mmh. Et donc une fois que tu as fait rentrer bah, tes entrepreneurs réfugiés ou tes entrepreneurs d'ailleurs français qui veulent créer des choses dans l'inclusion, dans ces dispositifs-là, bah, ça roule en fait. Ouais. Voilà. Après, tous les étrangers sont confrontés à une autre problématique, c'est la création du compte bancaire. Ça, Ouais. c'est une tannée pour tous les entrepreneurs étrangers. Alors, et pour l'instant, ça l'est encore partout en Europe, hein.
Euh, juste de créer un compte, ça prend des mois. Des mois, ouais. Ouais, des mois. Et donc, du coup, tu peux pas juger non plus les entrepreneurs étrangers, réfugiés, immigrés, de la même façon qu'un entrepreneur local, parce que un entrepreneur local, tu sais, quand tu crées un compte, tu as la double identification. Donc, généralement, tu as une carte d'identité Mhm. et tu as une domiciliation. Oui, La domiciliation, c'est le truc où tous les gens en local demandent à leur tante de faire un faux document pour dire est-ce que tu peux dire que je suis chez toi? ouais. Quand tu arrives dans le pays, bah, T'as pas évidemment, d'attente. t'as pas d'attente. Ou alors même ta tante potentiellement, elle est potentiellement là, mais elle a un peu peur de faire une déclaration fausse parce que justement il y a une Bah, telle pression sur les étrangers que bah, si jamais elle se fait attraper à avoir fait une fausse ouais. déclaration. Donc tu te retrouves à avoir beaucoup plus de temps juste pour avoir des trucs basiques parce que sans compte bancaire, un entrepreneur, il peut rien faire. Ah bah c'est clair. Il peut pas faire payer son client, il peut pas payer des Mm. fournitures. Et donc, bah voilà, tu navigues aussi avec toutes ces dimensions-là. Non, mais après, moi, je trouve ça passionnant parce que malgré toutes ces difficultés, en fait, tu tombes sur des gens qui arrivent Mm. à créer des entreprises, à créer de l'innovation, à créer des emplois. Mm. Et là, bon, dans n'importe quel domaine. Donc, pour le coup, j'ai eu des gens qui ont créé des chocolateries, Ouais. j'ai eu des gens qui travaillent dans des secteurs de l'intelligence artificielle, des gens qui créent une banque, des gens Mhm. qui, justement, pour résoudre le Pour problème dont je résoudre viens ce de te problème-là, parler. génial. Et donc, on a eu, ouais, sur 2500 entrepreneurs, aujourd'hui dans 7 pays, euh, quasiment tous les secteurs possibles et imaginables, quoi. Ouais, c'est génial. Donc, Trop bien. J'ai mm. des milliards de questions à te poser Ouais. encore, je suis frustrée, mais va falloir qu'on termine cet épisode. J'ai des questions bonus à la fin, questions Ouais, rapides. ça marche. Avant d'embarquer là-dessus, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu avais envie de parler? Je sais que c'est un peu la question bateau de tous les podcasts, mais il y a tellement de choses dont on n'a pas parlé. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu avais envie de mettre en lumière particulièrement ou pas Écoute, non, en fait, moi, j'ai juste envie d'inviter tes auditrices et tes auditeurs à aussi aller dans des endroits comme Singa ou de faire ou aussi ce que tu proposes, parce qu'en fait, et d'ailleurs, les enfants, c'est un super moyen aussi d'aller se lier avec des gens qu'on ne connaît pas Ouais, encore, parce que les enfants, eux, ils ont absolument pas les mêmes peurs ou tabous que c'est nous, clair. et ils y vont tellement Et franchement. une super manière de ramener les parents. Ouais, ouais, absolument, Hop, ouais, d'attendre les parents qui, eux, ce serait pas complètement. ouais. Donc, c'est ça, ça m'a toujours enrichi en fait de faire ça. En fait, moi, je me sens. J'ai vraiment pas l'impression d'avoir aidé grand monde. En fait, j'ai plutôt l'impression d'avoir appris énormément en fait ces 15 dernières années. Je pense que c'est aussi un moment qui est crucial en termes aussi d'époque, dans le sens où dès que tu ouvres une télévision, une radio, etc., on n'entend que des choses qui nous semblent nous diviser, nous opposer les uns aux autres. Donc c'est important d'aller à la rencontre en fait des personnes, de changer aussi un peu sa représentation de ce que peuvent être les Syriens, les réfugiés, les musulmans, les catholiques, les juifs. En fait, c'est bien de rencontrer une personne parce qu'en Ouais. fait, ça t'ouvre complètement à un nouvel univers et tu te rends compte qu'il y a plein de liens. Donc voilà, bon après c'est très bateau de dire ça, mais pour le faire concrètement, en fait, il y a des événements typiquement organisés par des associations comme Singa en local où tu peux avoir des rencontres qui sont faciles, pas très engageantes, dans le sens où tu y vas et puis après tu rentres chez toi, quoi. Ouais. Mais c'est tellement important de mettre un nom et un Mm, visage sur ces concepts qui sont absolument. tellement abstraits. J'en ai parlé entre autres, j'ai Bérénice Bejo qui est venue sur le Mm, podcast ouais. et Bérénice, bah, en tant qu'actrice, Mm, c'est ça qu'elle fait, c'est elle met un nom et un visage sur mm, ces concepts qui sont abstraits. Je oui, trouve ça complètement. fondamental. J'ai vu, le film The Swimmers, Mm, ouais. sur, donc les 2 sœurs syriennes, nageuses. Bon, j'ai pas pleuré, j'ai sangloté pendant le film et je suis ressortie là en me disant: «J'en fais pas assez», tu vois? Et ça fait 15 ans que j'ai créé une ONG.
Oui, Mais c'est mais ça. Bon, après, nous, il faut aussi qu'on se détende, hein. Parfois, ouais, c'est on ça. a tendance aussi à se dire, bon, il faut que j'en fasse plus, mais bon, on fait aussi ce qu'on peut. Ah ouais, tout à fait. Donc, Mais bon, c'est important, voilà, c'est ouais. important de mettre des noms et des visages sur ces concepts dont on comme tu dis, dont on entend parler à la télé et qui sont, bah, très abstraits. C'est facile de tirer un trait sur un concept abstrait, c'est vachement plus difficile d'envoyer balader quelqu'un, qui a Ouais. des réalités concrètes qui sont qui est Mmh, face à toi et qui mmh. ouais, qui Ouais vit et ça. puis, après, c'est quand tu as aussi parfois l'explication, de, très concrètement comment ça se passe la vie des gens, en fait, tu vois aussi tout à fait différemment, les blocages et même du coup, ça te donne des idées, toi, pour les résoudre, en fait Mmh. et c'est ça, moi aussi, que j'aime bien, en fait, en allant au-devant des personnes qui, aujourd'hui, sont confrontées, de mon point de vue, au plus grand nombre de difficultés. C'est que, en fait, tu comprends mieux quels sont les problèmes vraiment sous-jacents et ça te donne, en fait, la capacité d'agir. Parce qu'en fait, quand tu es juste, tu lis un article dans Le Monde, tu regardes, la télévision, en fait, tu te sens souvent démuni. Ouais. Parce que tu te dis: «Waouh, mais en fait, on peut Qu'est-ce rien que je peux faire» faire? Ouais, et exactement, tout à hem fait. et en fait, quand tu rentres dans le concret, tu te dis: «Ah, mais en fait, si, moi, je sais quand même faire ça, donc je Mmh peux tout à fait le faire». Ça me pose, je ferai un samedi soir, c'est facile, mh. et donc c'est ouais et parfois, en fait, c'est ce que moi j'appelle la connaissance aussi. C'est que, il y a une petite différence entre recevoir de l'information où, aujourd'hui, je pense que les gens saturent d'entendre parler de migrants, d'émigration et Absolument. mais quand tu demandes aux gens de t'expliquer c'est quoi l'immigration aujourd'hui en France, à l'échelle internationale il y a personne qui sait C'est réellement. ça et sans même parler de l'impact Ouais. Mmh. que ça a Ouais. réellement, en Ah fait, oui, non, c'est bah, alors là, enfin, rentrer dans des sujets d'impact sociaux, culturels, même économiques, mmh, en fait, bah, c'est que des j'ai personne entendu ne dire ouais. que Mmh. Oui, bien sûr. mmh, Et puis après, c'est aussi des impressions visuelles, en fait. Tu te balades à mmh, Paris, tu vas à Porte de la Chapelle et en fait, tu vois plein de jeunes qui sont, sous un pont, dans des tentes, Quechua, enfin tentes, Décathlon et tu te dis, OK, en fait, moi je peux pas accueillir les gens chez moi. En fait, ouais, tu es confronté à des limites qui sont aussi, les tiennes et en fait, c'est pas du tout les bons espaces pour rencontrer ou aller sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, en l'occurrence, là, il y a une défaillance, de l'administration systémique, publique bah, et ouais, systémique, structurelle, et donc c'est pas tout à fait à toi de la résoudre, mmh, tout seul. Mais en revanche, quand tu vas dans un univers où tu as une place, toi, en tant que citoyen, mmh que ce soit justement, voilà, alors tu peux, sur un engagement hyper fort, à accueillir quelqu'un chez toi, mais bon, il y a quand même plein d'autres trucs que tu peux faire ouais, d'abord et qui sont beaucoup plus simples. ne serait-ce que discuter, en fait. Et ne serait-ce que de passer un peu de temps, ouais. Ouais, Mm. Et parfois même pas discuter, hein, aller taper dans un ballon, ça, ouais, c'est ouais. vrai. Il y a- Faire les choses ouais. avec les gens, Mm. Ouais. carrément. Alors mes questions bonus, Vas-y, parce vas-y, que question sinon bonus. bon, Allez, on y sinon va. on repart pour 2 heures, avec Allez. plaisir, mais on peut pas. OK. Est-ce qu'il y a un plat d'un pays que tu aimes particulièrement? C'est la raison pour laquelle j'ai appris l'italien, quoi. Non, mais ouais. Est-ce qu'il y a un plat que j'aime beaucoup? Je suis très gourmand, donc j'aime beaucoup de choses. Mais après, si tu me demandes, tu vois, je suis condamné et j'ai le droit à Ouais, manger qu'un seul truc, je pense que je prends une pizza. une pizza. Mmh. OK. Pâte épaisse ou pâte fine? Ah, Une de chaque. j'y réfléchirai pendant 12 heures toute la nuit, quoi. Ouais, non, pas de fine sans doute. Est-ce qu'il y a un rituel d'un pays que tu aimes bien? Ça peut être une fête, ça peut être une manière de saluer, une manière de montrer le respect, ça peut être un rituel. Un rituel que j'aime bien. Alors, je sais pas pourquoi, en fait, ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit, c'est, la cérémonie du thé vert, au Japon. Mmh. En fait, je le fais absolument jamais, Mmh. mais ce que j'aime bien, c'est, ou ce que j'admire, c'est plutôt de prendre le temps, en fait, d'apprécier ce que tu mets dans ton assiette et dans ta tasse et de vraiment être un peu dans aussi enfin, les 5 sens, en fait, prennent le temps de regarder avant de manger, ils prennent le temps de sentir, prendre le temps, Mmh. en fait, de pas être juste dans la consommation juste de ce que tu vas, ouais, de ce que tu vas mettre, de ce que tu vas manger. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup Mmh. l'idée. Est-ce qu'il y a une musique traditionnelle d'un pays? Alors ça peut être soit un morceau de musique, soit un style de musique, mais que tu aimes bien?
qu'il y a une musique traditionnelle? Alors, musique traditionnelle, non, je pense pas. Euh, je- J'écoute, c'est pas très original, mais genre pop rock et électropop et du rap. Euh, Moi, j'aime bien les trucs avec lesquels j'ai un espèce de rapport émotionnel. Par exemple, quand j'étais en Australie, je travaillais beaucoup dans les bars et je travaillais notamment dans dans le grand stade, un peu comme le Stade de France, mais à Sydney, là. Et il y avait eu un concert de Jay-Z. Et en fait, j'ai trouvé qu'il a chanté a cappella le Empire State of Mind. Mmh. Et j'ai trouvé ça dingue. Et donc, du coup, chaque fois que je réécoute cette chanson, en fait, je repense à Ça ce te ramène moment. à ce moment-là, ouais. Mais donc, du coup, j'ai beaucoup de chansons comme ça qui sont des chansons en lien avec une relation que j'ai avec une personne, une chanson que j'écoute avec mon fils et qu'on adore. Mais du coup, je vais écouter ces chansons-là, même pas tellement parce qu'elles appartiennent à un groupe, tu vois, un style musical, mais parce qu'en fait, elles me rappellent quelqu'un ou elles m'évoquent un moment. OK. Mm. Dernière question qui est pas la plus simple. Ok. Tu as le droit de me dire non, mais est-ce qu'il y a un pays qui te touche plus qu'un autre? Bah, la France, quand même, j'y suis né. Et à plein d'égards, j'adore en fait ce qu'elle évoque à plein de gens à l'international et j'ai aussi découvert avec les personnes réfugiées qu'elle était quand même vue comme un havre de paix, qu'elle était vue comme un bouclier aussi pour protéger contre la haine et que beaucoup l'espéraient. Et je pense qu'ils ont été parfois un peu surpris que ce soit pas exactement comme ça, mais comme une vraie terre de droits humains. Et donc, bah, moi, je cherche à contribuer aussi à ça. Et donc, voilà, la France, elle me touche énormément. Euh, Après, oh, enfin, chaque pays là, ouais, que j'ai Bah, découvert, il oui. m'évoque des choses différentes. Mais ouais, si je devais m'installer quelque part, tu vois, genre, j'ai le choix de m'installer partout dans le monde, Mmh. ce serait peut-être entre la France et l'Italie, quoi. On reste sur, les premiers amours. Ouais, c'est ça, ouais, premiers amours, on reste ouais, dans le coin. J'adore, merci beaucoup. Je suis hyper Mm. frustrée parce que Et t'avais plein de... j'ai tellement envie de continuer, voilà, à te poser plein de Mm. questions et à discuter. Mais, je suis vraiment contente, qu'on ait pris ce temps et je suis ravie de partager, Bah écoute, moi aussi, merci. Ça m'a permis aussi de réfléchir à toutes mes surprises culturelles de ces dernières années. Donc, ravi. Eh bah, écoute, sur ces belles paroles, merci et Merci à à toi. bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.